Exactement. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça a l'air d'être bon. Bienvenue du coup pour ce talk et merci d'être ici plutôt que de regarder la demi-finale de Roland Garros. On se doute bien qu'il doit y avoir un paquet de gens qui sont en train de regarder en ce moment. Avant de parler de CI, pour revenir un petit peu à la base, nous, pour ceux qui sont développeurs ici, notre objectif un peu à tous, c'est de passer du développement à la production, avec, si possible, le moins de bugs dans le flux, donc essayer d'éviter les bugs en production. Et pour ça, on a rajouté plein d'outils sur notre fameux chemin qui est sinueux. On a rajouté pour certains des hooks de pré-push, de pré-commit pour s'assurer de check de qualité à ce moment-là. On a rajouté une CI. On a aussi également rajouté, pour partie, des relectures de code qui nous permettent de cacher les erreurs avant qu'elles arrivent en production. Nous, aujourd'hui, on vient évidemment, comme notre MC l'a dit, vous parler spécifiquement de CI. Moi, je m'appelle Léo, je suis staff engineer et je suis accompagné de Chloé aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, donc, je m'appelle Chloé, je suis originaire de Dunkerque, donc je suis contente de revenir ici pour ce talk. Et sinon, je suis tech lead chez Théodo, et avec Léo, on fait partie d'un groupe de travail sur la CI/CD. Et en fait, Théodo, c'est une app, c'est une boîte de services, pardon, et on bosse pour des clients à la fois des petites startups et des grosses boîtes. Du coup, au fil du temps, on a pu voir différents projets. Donc, ça allait des projets où il y avait juste 2-3 devs sur la CI, jusqu'à des projets où il y avait une dizaine d'équipes. Et donc, on va vous partager nos apprentissages sur la CI aujourd'hui. Et donc, on va repasser un peu sur le vocabulaire qui parfois peut être un peu douloureux. Donc tout d'abord, CI, ça signifie Continuous Integration. Donc dans la CI, en pratique, on définit ce qu'on appelle des jobs. Donc par exemple, des jobs de test, de linter. Et l'ensemble de ces jobs forment ce qu'on appelle une pipeline. Cette pipeline, vous la faites tourner à différents moments dans la vie de votre code. Souvent, c'est souvent au moment de créer une merge request ou potentiellement après avoir mergé votre code. Et pour mettre en place cette CI, j'imagine que vous connaissez tous un peu ces providers, mais on en utilise plusieurs, potentiellement selon les projets. Donc GitLab, Azure DevOps, CircleCI, Jenkins. Et donc maintenant qu'on a défini les termes, nous aussi on était contents, donc on avait envie d'analyser des CI et on s'est dit, avant d'aller voir nos collègues et de se renseigner un petit peu sur qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'on pourrait les aider, il nous faut un modèle mental pour évaluer un petit peu là où on va. Quand on a commencé, ça devait être il y a 2 ans et demi, je pense, à analyser des CI, notre modèle mental il était assez simple. On s'est dit qu'il y avait 2 choses qui étaient importantes, c'était la qualité et la rapidité. La qualité, ça veut dire que globalement, quand votre CI elle échoue pour des bonnes raisons, donc ça veut dire qu'il y a un vrai bug. C'est pas juste votre test qui échoue 1 fois sur 5 parce que, et que vous n'avez pas de chance. La deuxième raison, c'est donc la rapidité. Je disais, c'est pour continuer à délivrer rapidement, on a envie d'avoir une feedback loop qui est courte, que les développeurs soient toujours contents d'être là, donc ils aient une bonne développeur expérience avec ça. Évidemment, comme le temps c'est de l'argent, plus notre CI est lente et plus ça coûte cher, et donc on a envie d'avoir des CI qui restent avec des coûts relativement corrects. On est parti d'un modèle de CI comme celui-ci au tout début. Donc on avait l'installation de nos packages au début, suivi de check de qualité, typage, formatage, linter, audit de dépendance. Puis des jobs de test, toutes sortes de tests, unitaires, intégration, end-to-end, contrat, puis le build. Donc là, on avait mis vachement l'accent sur la qualité, mais Léo, que penses-tu de la rapidité de cette CI? Eh ben, malheureusement, en général, quand on met beaucoup l'accent sur la qualité, on perd pas mal en rapidité, et du coup, à ce moment-là, ce qu'on a introduit en plus dans notre petit modèle, c'est le cache. Alors c'est un peu une solution simple. Ça ressemble à une silver bullet au début. Quand on met du cache, c'est trop cool parce que notre installation va plus vite parce qu'on sauvegarde, on va dire, le cache de notre gestionnaire de dépendance. Ça peut aussi accélérer nos tests. Par exemple, si on prend l'exemple de Jest, il sauvegarde les résultats des tests précédents et le temps que ça a pris pour mieux paralléliser ensuite, donc paralléliser efficacement et donc réduire le temps des tests. Et donc, en mettant du cache, on gagne du temps et du coup, on est content. Une autre option dont on ne va pas parler ici, parce que je pense qu'on pourrait en faire une conférence de 40 minutes à part, c'est la parallélisation. Donc évidemment que c'est une solution pour gagner du temps dans vos CI, mais ça vient avec plein de contraintes qui ne sont pas évidentes. Vous devez setup des jobs en parallèle, donc vous devez typiquement forward des artefacts de vos installations. Ce n'est pas forcément évident, donc on ne va pas en parler ici, même si c'est évidemment une bonne solution pour accélérer votre CI. Et du coup voilà, on a un super modèle, il est de qualité, il est rapide, on est content.
Et à quoi ça ressemble en vrai? Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un exemple d'un de mes projets pour une banque d'investissement. Si on regarde un petit peu en détail, on zoome parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes, on commence d'abord par une première partie où on a un peu le setup, on va dire, donc on va aller cloner le repo, se déplacer, alors c'est un monorepo, donc on se déplace dans le dossier qu'on veut tester, on s'occupe de setup les registries, on fait notre installation, donc là a priori on a les bonnes conditions pour lancer nos tests, et justement c'est ce qu'on fait, donc on lance nos tests de qualité, on a un linter, on génère aussi des clients d'API automatiques à partir du Swagger, on va vérifier, donc voilà c'est nos tests, on check que le coverage est bien respecté, et on a aussi des petites règles, donc Danger c'est un outil qui permet de coder des règles à la main et de les vérifier dans la CI, donc on s'assure que les règles sont bien respectées. Ensuite, comme on est des good guys, on a envie de ne pas avoir de dépendances vulnérables en production, on check à chaque fois qu'on déploie qu'on n'a pas de dépendances vulnérables. Ça permet de tirer le fait que tout soit toujours à jour. Et enfin, on lance un petit coup de sonar pour faire de l'analyse statique de code en plus, au cas où les étapes d'avant ont raté des choses. Donc maintenant, on avait ce modèle de CI en poche, qualitatif et rapide. Et du coup, on s'est dit qu'on était prêt à aller voir les projets de notre entreprise pour les aider sur leur sujet de CI. Mais en fait, on a vite vu que ce modèle avait des limites. Et du coup, on a appris plein de choses et on va essayer de vous transmettre tout ça aujourd'hui avec ce talk. On a vu deux gros types d'améliorations sur ce schéma-là. Des améliorations un peu globales sur le schéma en lui-même et après des améliorations micro au sein même des jobs. On y reviendra plus tard du coup. Donc pour commencer, on va essayer d'optimiser le schéma qu'on vous a montré un peu plus tôt. On est allé voir un premier projet et ils nous ont dit que leur CI était super lente. Donc on a regardé un peu à quoi ressemblait leur CI. Ça ressemblait à ça. On a regardé un peu la durée des différents jobs de cette CI. Donc sur le papier, rien de très très choquant. Les tests end-to-end qui durent 10 minutes, mais pour des tests end-to-end, c'est acceptable. Et du coup, on s'est demandé pourquoi ils trouvaient que leur CI était super lente. Et en fait, en regardant un peu plus dans le détail, il s'avère qu'il y avait souvent un job qui cassait. Et du coup, ils étaient obligés de relancer leur CI et de faire des modifications. Du coup, ils avaient une feedback loop hyper longue. En fait, c'était le job de linter qui failait assez régulièrement. Et donc, ouais, comme je vous le disais, c'est un peu painful pour les développeurs parce qu'ils sont obligés d'attendre les 10 minutes des tests end-to-end pour savoir si leur job de linter passe. Et donc, la feedback loop était très grande. On leur a donc conseillé d'inverser, de passer le linter le plus tôt possible dans le flux, histoire qu'ils puissent régler ce problème rapidement au besoin. Et donc, à notre schéma, on rajoute que le mieux, c'est de mettre les jobs qui cassent régulièrement le plus tôt possible dans le flux et aussi potentiellement les jobs flaky. Ça serait mieux de les régler, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les mettre le plus tôt possible pour pouvoir agir si besoin, voire même de les isoler et de les faire tourner dans une pipeline à part que vous pouvez relancer au besoin si jamais. Et ensuite, on a voulu creuser un peu plus loin avec eux, parce que c'est bien beau d'avoir un linter qui échoue tout le temps dans la CI, mais a priori, ça signifie qu'il y a probablement un autre problème quelque part. Donc on allait se poser un peu la question avec eux, de voir s'ils n'avaient pas peut-être un problème avec leur IDE en local, peut-être qu'ils avaient un problème de configuration, qu'il y avait certains développeurs qui n'avaient pas de linter bien identifié dans leurs IDE. Ça pouvait aussi être un autre check de qualité précédent qui était défaillant, typiquement un hook de pré-commit ou de pré-push, qui devait s'assurer que le linter était bien OK à ce moment-là. Et en fait, de ce genre d'expérience-là, on en a tiré un truc un peu plus large, qui est en fait que améliorer la CI, c'est améliorer aussi un peu sa vie de développeur. Là, on parle de optimiser le linter pour avoir toujours le code bien formaté, même en local. Mais si on parle par exemple d'accélérer les tests, ce dont on va parler un peu plus tard dans le talk, en réalité, si vous accélérez vos tests dans votre CI, ils ne vont pas être toujours aussi longs en local. Donc vous allez aussi avoir des tests qui vont être plus rapides en local. Et du coup, vous allez avoir des gains qui sont démultipliés parce que ça s'applique à plein d'endroits. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce sujet nous passionne, je pense, depuis quelques années maintenant. Du coup, on est allé voir une deuxième équipe et leur problème, c'était que leur CI était super lente. Pareil, on a regardé un peu à quoi ressemblait leur schéma, à quoi ressemblait leur CI. Et du coup, ils avaient 6 minutes de check de dépendances vulnérables et 3 minutes de job de sonar. On leur a posé des questions un peu en particulier sur ces deux jobs-là. Concernant le check des dépendances vulnérables, c'était quelque chose qui leur tenait très à cœur. Ils voulaient vérifier à chaque fois qu'ils introduisaient du nouveau code et des nouvelles dépendances, vérifier à chaque fois si elles n'étaient pas vulnérables. Et donc ça faisait tout à fait sens dans la CI, comme ça on check à chaque fois qu'on fait du nouveau code si on est OK ou pas. Par contre, le job de sonar,
il le regardait en fait dans les faits qu'une fois par semaine. Du coup, c'est un peu dommage de laisser ça dans la CI parce que ça impacte tous les développeurs et ça leur fait prendre 3 minutes en plus à chaque fois. Du coup, là, ce qu'on leur a conseillé, c'était de mettre Sonar potentiellement en CD, donc en post-merge, voire même dans une pipeline à part qui pourrait tourner de manière hebdomadaire et du coup, ils pourraient regarder à ce moment-là. Donc là, c'était un cas particulier, mais plus globalement, pour tous les jobs, c'est utile de se demander, enfin, c'est utile de se demander s'ils sont utiles, mais et aussi au passage de voir s'ils tournent au bon moment. Donc il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on veut voir dans notre CI. Troisième projet, vous commencez à connaître nos collègues à force, leur CI était super lente, donc on avait beaucoup d'informations à ce moment-là. On est allé creuser avec eux un peu qu'est-ce qui se passait dans leur flux de développement. Donc là, je vous ai remis un flux très simplifié évidemment, mais on est allé regarder ce flux avec eux et moi, je me suis rendu compte qu'ils avaient en fait leurs tests qui tournaient en pré-push, en CI et ensuite post-merge en CD. Ce qui veut dire que globalement, on va dire dans le flux nominal où ils ont énormément de chance et tout marche du premier coup, ce qui est relativement faux en moyenne, ils lancent les tests 3 fois avant de réussir à aller en production. Donc, si on prend un exemple un peu typique de j'ai un retour en code review et au milieu mon linter il a cassé et je dois le relancer, je pense que leur CI il la tourne 5, 6, peut-être 7 fois avant de réussir à aller en production, ce qui est vraiment énorme, on paye relativement cher ce temps de test, les développeurs vont vraiment attendre longtemps. Et du coup, on en a tiré un peu une misconception qui est on n'est pas obligé de tout tester tout le temps. Potentiellement, typiquement, le test post-merge, c'est quelque chose qui va peut-être casser une fois tous les 3 mois, 4 mois. Peut-être que ça ne vaut pas le coup que systématiquement on attende 6, 7, 8 minutes les tests à chaque déploiement pour ce check de qualité-là. Et donc, bon, c'est ce que je vous disais, est-ce qu'on n'a pas des checks redondants? C'est la toute nouvelle flèche qu'on a rajoutée à ce moment-là dans notre modèle mental. Finalement, toujours se poser la question de est-ce que c'est utile un petit peu, on va dire. Et là, on est allé voir un 4e projet. J'ai un peu oublié ce qu'il nous avait dit ce jour-là, Léo. Tu te souviens? Moi, je crois que j'ai un trou aussi, mais de mémoire, c'était ma CI super lente, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bien vu. Effectivement, leur CI était super lente. Du coup, comme les autres, on a un peu regardé ce qui se passait. Des tests d'inté, du coverage et une quality gate. Dans les faits, ça ressemblait à ça. Donc sur la première ligne, vous avez tous les jobs qui servent pour le test d'inté. Ensuite, les jobs pour le coverage, puis la quality gate. Et en fait, si on regarde un peu plus en détail, c'est cool, ils mettent du cache. C'est ce qu'on a dit dans notre schéma. Donc c'est sympa, ça prend environ 2 minutes. Et ensuite, on peut voir qu'ils font yarn install. Donc en fait, ils installent leur package. Le premier job, il n'a pas de cache parce que le cache a fail juste avant. Il prend 1 minute 47 et derrière, on refait l'installation cette fois avec le cache. Et ça prend 1 minute 28. Donc en fait, on a économisé 20 secondes pour 2 minutes de cache. Donc il faut toujours faire attention au cache. C'est un outil super puissant. Mais il faut quand même vérifier si notre cache plus l'installation avec cache n'est pas plus longue en fait, que l'installation de base des packages. C'est pour ça les petits pointillés sur le schéma, c'est pour se poser la question du coup, est-ce qu'on met du cache? Sinon, toujours en restant sur le cache, il y a quand même des manières de l'optimiser. Typiquement, on peut le pull que quand il n'a pas changé ou le push que quand il a changé. Et pour ça, on peut se baser par exemple sur le hash du fichier qui contient les dépendances, donc le package lock JSON en JS par exemple. Et donc, encore un projet, toujours la même rengaine, leur CI est super lente, ils ont besoin de nous, donc on va voir ce qui se passe. Et en creusant avec eux, en regardant un petit peu dans leur pipeline, on se rend compte qu'il y a ce message d'erreur quand il y a leur CI qui échoue. Donc on voit il y a 3 warnings, on ne sait pas trop si c'est ça qui fait casser ou pas parce que c'est des warnings, donc normalement ça devrait marcher. Il y a un dernier warning avec un petit message un peu passif-agressif qui nous demande si on a bien pensé à lancer Prettier avant de lancer la CI. C'est vraiment très agréable. Et en fait, ce qu'on en tire de là, c'est que le message il n'est pas hyper clair, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et cet exemple-là, je le vis encore quasiment tous les jours. Alors on est passé en Prettier 3 il n'y a pas longtemps, donc le message est un peu moins passif-agressif maintenant, mais il est toujours là. Et en fait, les développeurs, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est qu'ils ouvrent un ticket aux ops. Je comprends pas, ma CI a échoué, qu'est-ce que je dois faire? Les ops sont évidemment ravis de leur répondre, va lire les logs s'il te plaît. Et donc vraiment on perd tous beaucoup de temps, et donc c'est vraiment très important que ces logs soient hyper clairs et que les erreurs permettent aux développeurs d'agir une fois qu'ils ont compris quelle était l'erreur au moins qu'ils puissent comprendre l'erreur, quoi. Et globalement, on ne va pas repasser sur un autre projet, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que parfois, il y a des différences entre le local des développeurs et la CI.
ce qui fait que ça devient difficile de débugger la CI si jamais il le faut. Donc c'est le cas par exemple pour les tests flaky uniquement en CI, ça peut être très painful à débugger. Pareil, si les tests sont trop longs en local et que du coup personne ne les lance en local et attend que la CI tourne pour voir s'ils ont cassé quelque chose, globalement ça ralentit un peu le delivery. Et après, bah ouais, parfois des différences de time zone entre le local et la CI et plein d'autres différences possibles. Globalement, éviter et faire tout faire pour que le local et la CI soient ISO. Et du coup, à ce moment-là, en fait, bon, je l'ai un petit peu spoilé quand j'en parlais tout à l'heure, mais en fait, on a rajouté un troisième bras à notre robot. Alors, c'est notre bébé, on l'aime quand même, hein, mais c'est un bras d'actionnabilité. C'est très important que les développeurs puissent comprendre et agir en fonction des erreurs qu'ils voient dans leur CI. Sinon, ils vont juste pas vouloir s'en servir ou essayer de contourner le système. Et en parlant de ça, j'aimerais revenir sur cette slide. Alors, en dehors d'être une blague moyenne de ce talk, cette slide-là, en fait, à la base, elle n'y était pas. Quand on a fait les répétitions avec nos collègues, c'est eux qui nous ont demandé, enfin, qui nous ont parlé de cette slide-là en disant, mais vous faites pas assez de blagues dessus. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'à la base, ça nous fait rire ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que cette private joke nous fait marrer dans les gens qui font la CI? Et en fait, on s'est rendu compte que cette slide-là, elle montrait qu'il y avait un problème de confiance dans l'outil. Et en fait, en moyenne, moi, sur tous les projets sur lesquels je suis allé voir, c'est le coût de ma CI super lente, c'est vraiment 100% des cas de ce qu'on nous dit quand on va voir des projets. Et en fait, les gens, juste, ils voient l'outil comme une espèce de truc un peu obscur, ils n'ont pas trop envie de mettre les mains dedans, ils n'ont pas trop confiance en l'outil, et du coup, ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont pas confiance, ils ne vont pas aller regarder, ils ne vont pas essayer de comprendre comment ça marche, ils ne vont pas essayer de se creuser la tête pour l'améliorer, et du coup, c'est un outil qui a un petit peu tendance à se dégrader au cours du temps, et au début, on peut mettre une CI de fou, et qui est trop bien, et dont tout le monde est super content, et vous êtes sûr que dans 6 mois, ça va être l'enfer, que personne va vouloir lancer la CI, et que les gens vont détester l'outil. Et si vous connaissez un peu le state of DevOps, je trouve que ça se voit pas mal à l'intérieur, enfin, en tout cas c'est l'interprétation qu'on en a, c'est que bon, le state of DevOps évalue un petit peu différents outils et voit à quel point ça nous aide à déployer, on va dire, en production facilement et de façon qualitative. Et la CI est listée dans cette liste d'outils et elle est bof, on va dire. C'est bof tiers, à peu près, dans le state of DevOps. Et notre interprétation de ce bof tiers, c'est qu'en fait, les gens, comme ils connaissent pas trop la CI, ça leur fait un peu peur, ils aiment pas trop, bah, quand on leur demande s'ils pensent que ça les aide ou pas, bah, en moyenne, ils sont mitigés. Et du coup, ça ressort en mitigé sur les formulaires du state of DevOps. Donc c'est assez intéressant, mais je pense que cette conclusion-là, elle est valable pour n'importe quel outil de qualité que vous mettez en place, en réalité. Si vous n'arrivez pas à créer de la confiance avec les équipes qui s'en servent, bah, ils vont essayer de le contourner et ils ne vont pas vraiment s'en servir et le comprendre. Et donc voilà notre super modèle, donc notre super robot à 3 bras basé sur la confiance. On en était là. Ouais, du coup là on est arrivé, en fait c'est toujours le schéma qu'on a un peu en tête à date. Donc en fait il faut se poser plein de questions, le cache un peu, il faut se poser des questions aussi. Et du coup le problème c'est que bah, les différents projets avaient toujours des problèmes. ça réglait pas tout ce schéma et donc on s'est un peu demandé qu'est-ce qu'on allait faire maintenant. Et du coup on s'est dit que si on voyait le problème c'était presque de le régler. Du coup, on a bossé sur un outil qui permet de visualiser les temps des différents jobs d'une pipeline au fil du temps. Donc vous pouvez le retrouver sur le GitHub de Léo et il y a le QR code. Et en fait, du coup, c'est assez puissant parce qu'on peut aussi voir les évolutions au fil du temps. Donc par exemple, si vous avez demain votre job de cache qui fail, normalement, c'est assez facilement visible que votre job d'install va prendre plus de temps. Et donc, ça permet de régler les problèmes. Et en fait, en faisant tourner cet outil sur différents projets de notre entreprise, on s'est rendu compte que souvent, ce qui était painful, c'était les tests et le build et le déploiement des images Docker. Du coup, en fait, c'est là-dessus qu'on va axer la présentation maintenant, en commençant par les tests. Accrochez-vous, c'est la partie fun du talk. Ouais, en fait, pour les tests, du coup, on a décidé de faire du profiling de test. Donc, c'est un outil hyper puissant qui permet de voir en fait ce qui se passe réellement dans vos tests, étape par étape, et du coup de trouver potentiellement les étapes qui prennent beaucoup de temps et de pouvoir les régler pour avoir des tests plus rapides. Le profiling, ça marche d'ailleurs aussi pour d'autres. Enfin, ça marche pas que pour les tests. Je pense pour la perf aussi, pour plein de choses. Pour le build, si vous voulez analyser. Et du coup, là, on a fait un petit tuto pour Node. Donc, si vous lancez cette commande sur votre repo, en gros, le run in band, il tourne les tests en série. En fait, vu qu'on voit les différentes étapes et on peut voir si elles se sont reproduites plusieurs fois dans les tests,
On aime bien les runner en série pour voir si ça impacte plusieurs tests. Et en gros, en runant cette commande, vous allez avoir un fichier qui va se générer dans un dossier Profiles. Ce fichier, vous pouvez l'importer ensuite dans Speedscope App. Nous, c'est l'outil qu'on utilise. En fait, on peut aussi le faire dans les DevTools de Chrome, mais on trouve que cet outil, en tout cas nous, on aime bien utiliser cet outil, pour plusieurs raisons. Je vais y venir. Et du coup, ça ressemble à peu près à ça. Ça s'appelle un flame graph. Et du coup, là, on peut voir exactement. Donc là, on voit il y a 5 tests sur cette image. Et donc, en fait, les différentes options de cet outil. Donc, le time order, donc ça, c'est le truc par défaut, c'est ce qu'on voit derrière. C'est on peut voir chaque test, combien de temps il a pris et quelles étaient les différentes étapes de ce test. Ensuite, on peut faire du LFTV et en fait ça prend. Donc si vous avez une étape répétée dans les 5 tests, en fait elle va se mettre tout à gauche en cumulé. Donc vous allez pouvoir voir si vous avez une étape qui se répète et qui prend beaucoup de temps. Et le mode sandwich, c'est une liste où vous pouvez voir un peu plus clairement ce qui se passe. Si vous cliquez sur un des carrés, donc une des étapes, vous pouvez voir combien de temps cette étape a prise, à la fois cette instance et toutes les occurrences de celle-ci. Et après, vous pouvez faire une petite recherche si jamais vous avez un peu de flair sur ce qui se passe. Et donc maintenant qu'on sait un peu comment ça fonctionne les flame graphs, je vous propose de regarder un petit peu celui qu'on vous a présenté. Donc si on le regarde un petit peu, on remarque assez rapidement qu'il y a des choses qui se répètent. Donc on voit des JS adapteurs qui semblent être tous les mêmes. Et si on zoome un petit peu à l'intérieur, on voit même des object anonymous qui semblent tous être les mêmes. Et en fait, de nouveau en cliquant dessus, donc là je l'ai mis en left heavy, donc on voit bien qu'en effet c'est tous les mêmes et que quand on tasse les plus lourds à gauche, on voit que ça s'accumule et que ça prend une proportion non négligeable de nos tests. Et en fait c'est quoi cet élément là? C'est un truc assez intéressant. En fait dans le projet sur lequel j'étais, on avait une librairie d'icônes qui faisait environ 100 mégas avec plein de SVG super cool. Et il se trouve que à chacun de nos tests on importait la librairie d'icônes en entier. Ça prenait 1 seconde, ça mettait 100 mégas en RAM gratuitement, sauf qu'une seconde par suite de tests, sachant qu'on avait 400 suites de tests, ça fait 400 secondes. Et du coup là on a pu identifier assez facilement un élément qui se répétait beaucoup dans nos tests, et ça nous avait vraiment permis, en optimisant les imports de ces icônes là, on a gagné 400 secondes sur nos tests, donc c'était un gain de temps assez énorme, et encore plus dans la CI où en général on a des machines qui sont assez petites on va dire par rapport à nos environnements locaux. Gagner 100 mégas de RAM c'est non négligeable et ça permet quand même que ça fonctionne beaucoup mieux. Du coup, si on résume un peu à quoi ça nous sert le profiling, il y a 2 choses principales que vous allez identifier avec ça. C'est les étapes qui vous prennent beaucoup de temps. Donc ça peut être, soit là, dans le cas qu'on a montré, c'est des imports inutiles, mais ça peut aussi être des fonctions qui font des calculs qui sont assez lents. Et vous pouvez aussi identifier des étapes qui sont répétées. Alors là, les imports, c'était une étape répétée. Dans les exemples classiques qu'on a beaucoup vu aussi sur les projets, c'est si vous faites des tests d'intégration, vous avez besoin de créer des utilisateurs. Et en fait, au début de chaque test, vous allez créer un utilisateur. Et à la fin, pour des raisons que vos tests soient bien isolés, vous supprimez l'utilisateur. Mais du coup, si vous avez 800 tests, vous allez créer 800 fois l'utilisateur, supprimer 800 fois l'utilisateur. Peut-être que si c'est toujours plus ou moins le même, ça vaut le coup de le créer une bonne fois au début, ou en tout cas un pool d'utilisateurs que vous allez utiliser dans tous vos tests une fois, et ensuite de les supprimer à la fin de tous vos tests. Et l'intérêt de ça, c'est que du coup, vous évitez de le faire à chaque fois, et donc vous gagnez pas mal de temps sur vos tests. Si vous voulez continuer à creuser et qu'on vous est intéressé avec le profiling, il y a un super article de Prettier que je vous recommande vraiment sur justement, je crois que c'est le passage à la version 3, comment est-ce qu'ils ont utilisé le profiling pour analyser comment fonctionnait leur outil et optimiser leur temps de run, quoi. Et globalement, ils ont eu des gains assez significatifs, donc c'est assez cool comme article. Donc maintenant, on a vu comment améliorer, réduire la durée de nos tests, et maintenant, on va s'attaquer aux images Docker. Donc un petit exemple de Dockerfile sur lequel on va se baser un peu au fil de la fin de ce talk. Donc tout d'abord, vu qu'on parle de CI, on va revoir le process de build d'une image Docker en CI. Donc dans votre provider de CI, vous avez accès à du cache. Ce cache, il est disponible pour le container qui exécute le job. Et en fait, votre build Docker, il est à l'intérieur de ce job, mais il n'a pas accès de base au cache. Donc le premier apprentissage, c'est de donner accès à votre cache au build, enfin que votre build ait accès au cache plutôt. Donc pour ça, vous pouvez par exemple builder votre image directement dans la CI avec des artefacts ou utiliser des volumes qui eux ont accès au cache. Ensuite, si on revient, je vous ai mis des layers un peu théoriques, on va dire les 3 grands types de layers qu'on a vus sur l'image avant. Juste, on va discuter un petit peu de comment ça marche. Très simplement, déployer une image Docker. Bon, globalement, vous avez vos 3 grands types de layers.
Si vous voulez les déployer, vous allez déployer sur un registry, vous allez push sur votre registry. Ces 3 layers indépendamment vont être push, et ensuite ils vont être pull indépendamment sur votre production. Si vous avez déjà push ou pull les images Docker, vous voyez à chaque fois il y a plein de lignes qui se font en parallèle, c'est un peu ça qui se passe. Et du coup ce qui est intéressant avec Docker, c'est que si jamais vous n'avez changé qu'un seul layer, il ne va push que celui-ci. Donc exemple, je n'ai pas changé mon layer de statique ni mon layer de dépendance, je n'ai changé que mon code. Quand je vais déployer et que je push, je ne push que le code et je ne pull que le code. Si maintenant, en regardant un petit peu la fréquence de changement de ces différents layers, donc les layers de statique, globalement, c'est un layer qui a une fréquence de changement assez faible. Si vous êtes des gens hyper sérieux, vous le faites une fois par mois. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait une fois par mois ici, pour être honnête. Et ça a un poids qui est relativement moyen. Ça peut atteindre une petite centaine de mégas, un peu plus, en fonction de la quantité de choses que vous installez. Mais ça reste relativement faible, enfin moyen. Pour les dépendances de votre application, pour le coup, là, ça change plus fréquemment. Nous, on disait, pour le coup, comme on met des checks de dépendances vulnérables, ça peut arriver qu'on le change au moins une fois par semaine. Des fois moins, souvent moins d'ailleurs. Par contre, c'est un poids assez élevé. Si je prends l'exemple des node modules, je pense qu'on a tous connu des projets comme ça, avec nos ordi qui nous disent qu'il n'y a plus de place sur notre disque parce qu'il y a des node modules de 1,5 Go un peu à gauche à droite. C'est relativement classique que ça prenne beaucoup de place, donc dans Docker aussi, sans surprise. Et notre code, il a une fréquence de changement très élevée parce que globalement, à chaque PR, vous changez votre code, sinon je ne sais pas ce que vous faites. Et du coup, le poids, pour le coup, est plus faible. En général, c'est si vous avez une grosse code base, ça peut atteindre des dizaines de mégas, mais je pense que dans l'ensemble, ça reste assez léger. Mais du coup, maintenant, réfléchissons au cas théorique où, à la place de mettre mon code à la fin, je mets mon code au début. Eh bien, on a un problème parce que notre code, comme il change à chaque fois que je vais changer mon code, je vais être obligé de redéployer mes statiques et mes dépendances. Donc là, au début, je vous l'avais mis dans le bon ordre, mais là, si on le met dans le mauvais ordre, à chaque fois que je fais une PR et que je change mon code, du coup, je suis obligé de redéployer mon layer de statique et mon layer de dépendance. Parce que la manière dont fonctionne Docker, c'est un peu comme Git. Un layer est dépendant des précédents avant lui, et donc si les précédents ont changé, il est considéré comme ayant changé, et donc on doit le redéployer. Et donc là, ça fait qu'à chaque fois que je lance, je change une ligne de code, je dois redéployer 600 mégas de dépendance. Alors, c'est pas énorme, 600 mégas, avec les machines sur les CI qui sont avec des super réseaux connectés à AWS tout près, etc. Ça va vite, mais ça peut quand même prendre quelques secondes, minutes, et au cumulé, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps si vous le déployez souvent. Qu'est-ce qu'on retire de ça? On en retire deux choses. La première, c'est que l'ordre des layers, c'est important et ça peut grandement impacter la performance de vos déploiements. Typiquement, sur un de mes projets, je pense qu'on avait gagné un truc genre 30% de temps juste en optimisant des ordres de layers parce qu'on déployait des choses pour rien la plupart du temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il est important d'optimiser la taille de ces layers parce que même si on les déploie moins souvent, des layers de 500 mégas, ça prend vraiment du temps à déployer. Et donc là, c'est la partie fun du talk que je vais laisser Chloé présenter avec Dive, qui est un outil qui vous permet d'analyser les layers Docker pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter leur taille. Ouais, donc comme le disait Léo, c'est hyper important de faire gaffe à l'ordre, mais aussi à la taille des layers. Donc on a fait un petit repo juste pour aujourd'hui. Pareil, vous pouvez le retrouver si vous voulez essayer ce qu'on va vous montrer là. Et donc je repars sur l'image Docker qu'on a vue un peu plus tôt. Du coup, c'est une image Node 20 Alpine, donc c'est une image plutôt légère. Et en fait, notre app pour laquelle on a ce Dockerfile, elle a une lib de chiffrement qui a besoin d'avoir des dépendances de build qui ne sont pas présentes sur cette image Node 20 Alpine de base. Donc c'est pour ça qu'on run le troisième layer, apk add build base. Derrière, on copie le code et ensuite on run npm install. Du coup, on va regarder un peu plus en détail ce qui se passe dans les layers de cette image. Et pour ça, du coup, on utilise Dive. Donc la commande est assez facile. C'est Dive plus le nom de l'image Docker, ou ça marche aussi avec l'ID de l'image. Du coup, vous lancez ça dans votre terminal et vous avez ce genre d'interface. En haut à gauche, c'est les layers avec leur poids associé. Donc là, on est sur le layer dont je vous parlais un peu plus tôt, sur le add build base qui fait 222 mégas. Et en fait, si on peut voir sur la partie de droite, qu'est-ce que contient ce layer exactement. En vert, c'est ce qui a été ajouté, et en orange, ce qui a été modifié. Donc là, on voit qu'on a libexec qui fait 107 mégas sur les 222 du layer, donc c'est énorme. Et en plus, en fait, c'est des dépendances qui servent que à l'install de notre librairie de chiffrement, et c'est uniquement des dépendances de build qui, a priori, ne sont pas nécessaires pour notre runtime. Derrière, on peut regarder un autre layer, le layer de npm install, qui lui fait 72 mégas.
Et en fait, pareil, en regardant un petit peu, on voit qu'on embarque le cache avec nous, qui fait 12 mégas, donc qui alourdit pas mal notre layer. Et en fait, là, 12 mégas, ça paraît pas énorme, mais en fait, c'est vraiment une petite app. Donc 12 mégas, c'est déjà beaucoup pour... Enfin, en fait, on a vu sur des apps que ça pouvait monter pas mal, genre 100 mégas. 300, 400 mégas, 400 500 mégas. même. Donc, on peut faire attention de supprimer ce cache dans nos layers, par exemple. Donc, on va revenir sur l'image de base et essayer de l'optimiser. La première chose qu'on a dit, enfin que Léo a dit, c'était que l'ordre des layers était important, notamment pour cacher les layers qui sont, enfin les premiers layers. Et donc ce qu'on peut faire là ici, c'est copier les fichiers. Donc là c'est le troisième layer qui a changé. Donc c'est copier les fichiers qui sont liés aux dépendances avant de faire les installs. Donc en fait, si dans la plupart de vos PR, si vous modifiez pas les dépendances de votre code, en fait les 5 premiers layers seront cachés. Et on passera directement aux copies. Et du coup, ça va faire gagner pas mal de temps à chaque build. Et la deuxième chose qu'on a vue en utilisant Dive, par contre, c'est qu'on avait des dépendances de build qui n'étaient pas nécessaires. Et on avait aussi un cache embarqué dans NPM. Et en fait, en gros, on peut s'en sortir comme ça en faisant un one-liner où on installe les dépendances de build, puis on installe nos packages, on clean le cache de NPM, on delete les dépendances de build et on clean le cache de APK. Et de cette manière, donc c'est en utilisant Dive qu'on a appris tout ça, et du coup, de cette manière, on a une évolution, donc là on a fait évoluer notre Dockerfile de cette manière, et là en haut c'est l'ancien Dockerfile et en dessous le nouveau, et on peut voir la différence entre les deux. Donc avant on était à pas loin de 300 mégas, alors que sur la deuxième on est autour de 35. Donc on a presque divisé par 10 la taille de notre image Docker. Donc c'est utile pour la CI, mais c'est aussi utile en local, parce que du coup ça va être plus rapide pour tous les développeurs qui vont s'en servir derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie que vous reteniez de ce talk? Déjà, notre modèle mental, qui est celui-ci, donc il n'a pas changé, mais donc c'est plus, on va dire, une idée de comment est-ce que vous devez organiser votre flux de CI et quelles questions vous devez vous poser quand vous avez des problèmes. Comme je vous disais, on a eu pas mal de problèmes de confiance avec des gens qui ne se posaient pas beaucoup de questions, donc on a essayé de leur mettre un peu sous le nez les bonnes questions à se poser eux-mêmes pour qu'ils puissent revenir vers nous avec des choses un peu plus actionnables et sur lesquelles on puisse un peu plus facilement les aider. Mais donc rapidement, est-ce qu'on n'a pas des checks qui sont redondants? Est-ce que nos checks sont tous utiles? Est-ce qu'on les vérifie tous tout le temps au bon moment? Si jamais on a des tests qui sont soit qui échouent souvent, soit qui sont flaky, pensez à les mettre au début pour pouvoir ne pas payer le coût, on va dire, de tout le reste de la CI avant que ce test-là échoue, et ou les isoler pour pouvoir justement les relancer à part et donc finir par faire passer notre CI. Sachant que si on les isole aussi, il y a un autre aspect positif pour revenir sur la confiance, c'est que du coup le reste de la CI échoue pour des vraies bonnes raisons. Donc si vos développeurs, ça pour le coup je le vois vraiment aussi tous les jours, si vos développeurs se disent j'ai des tests flaky, il y a les tests qui sont rouges, ils relancent. Ils n'ont pas regardé si c'était le test flaky ou pas, ils s'en fichent, ils pensent que c'est flaky, ils relancent. C'est pas leur faute, c'est pas eux qui ont cassé du code, jamais. Donc c'est archi important de ne pas avoir de tests flaky au même endroit que les autres tests auxquels on a confiance. Il y a aussi notre petit robot donc avec ses 3 bras et la confiance. Je pense que la conclusion un petit peu c'est on l'a dit un peu au milieu du talk, mais améliorer la CI, c'est améliorer sa vie de dev. C'est aussi comme ça, je pense qu'on arrive à motiver, nous, les gens, sur les projets pour continuer à bosser dessus et pas juste abandonner ça dans un coin. Et la dernière chose, c'est que là, on a parlé de plein de choses très différentes. On a parlé de profiling, on a parlé de Docker, on a parlé de confiance dans les outils de qualité. En fait, la CI, c'est un outil qui est hyper riche. Je réinsiste dessus, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Bon, j'imagine que, vu qu'on n'est plus très nombreux, j'ai que les aficionados de la CI maintenant. Mais bon, peut-être que si vous n'êtes pas convaincus, voilà, je vous le redis, c'est vraiment un outil magnifique et ça permet, quand vous bossez dessus, d'apprendre plein de choses très différentes. Moi, ça m'a énormément fait progresser dans les 3-4 dernières années, donc vraiment, lancez-vous si vous ne le faites pas déjà. Et voilà, et c'est tout pour nous. Vous avez le lien des slides à gauche, si vous voulez regarder, et le lien de notre open feedback, enfin du open feedback pour notre talk à droite. On est ravis de prendre vos retours si vous en avez, positifs ou négatifs. Et si vous avez des questions. Évidemment, on est disponible pour les questions.